Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon flop 10 2025. Bon, je sais que la vidéo des tops était un petit peu longue, mais normalement celle-là je vais être un petit peu plus concis. Tout simplement parce que j'ai moins de choses à dire. Encore une fois, ce top est subjectif, ce sont les films que j'ai le moins aimés cette année, ce n'est pas les moins bons films de cette année objectivement, ce sont les miens. Et sur ce, on commence directement avec le numéro 10. Notre vie est passagère. Un film, c'est ce que nous sommes. L'homme qui rétrécit, réalisé par Yann Kounen. L'histoire de Paul, interprété par Jean Dujardin, qui, du jour au lendemain, se met à rétrécir inexplicablement, et sans s'arrêter. Et c'est tout. Au moins, le titre est pas mensonger. Alors, le film est bien filmé, hein, les effets spéciaux sont très cool, mais au final, j'ai été vachement déçu. Tu t'attends avec un scénario comme ça à ce que ça s'attarde sur la réaction que les proches de Paul ont face à ça, c'est quand même une tragédie. Ton père, ton mari, est en train de rétrécir jusqu'au jour où tu pourras plus le voir. Mais non, à partir du moment où justement il le voit plus, eh ben, on ne voit plus jamais ni sa femme, ni sa fille, qu'on a vraiment introduit depuis le début du film. On les voit pas être tristes, on les voit pas le chercher très longtemps, et c'est dommage. Parce que vraiment, c'est ça qui me manque, c'est un peu d'émotion. Le film a une voix off un petit peu méta de Jean Dujardin, qui est un petit peu trop méta par moment, mais à part ça, y a pas d'impact. Donc oui, le film est techniquement très bon, mais ça ressemble beaucoup plus à un délire de réalisateur, un prétexte à faire de bons plans, plutôt que de vouloir vraiment faire une histoire puissante et marquante. Donc voilà, c'était un petit peu décevant. Passons de suite au numéro 9. You recognize her? If you jump really fast, you might survive the blast. Wait! The Amateur, réalisé par James Hawes. On suit l'histoire d'un décodeur de la CIA, interprété par Rami Malek, qui, après le meurtre de sa femme dans une attaque terroriste, va vouloir se venger. Mais voyant que ses supérieurs refusent de prendre une décision sur le sujet, il va tenter de s'en charger par ses propres moyens. Et c'était un peu moyen. C'était loin d'être nul, mais c'était assez inintéressant, et je trouve que la fin tombe vraiment à plat. J'ai pas grand chose à dire de plus, Rami Malek est pas trop crédible dans ce rôle, et l'histoire est un petit peu trop simpliste à mon goût. Y a pas de vraie scène marquante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Amateur. Ça se regarde, mais sans plus. Donc on passe directement au numéro 8. Today's the day. The Woman in the Yard, réalisé par Jaume Collet Serra. Après la mort de son mari, Ramona, interprétée par Daniel Deadwyler, tente d'élever ses deux enfants, mais tout prend une tournure étrange lorsqu'une femme toute vêtue de noir apparaît soudainement assise sur une chaise dans leur jardin. Alors celui-là c'est assez dommage, parce qu'il traite d'un sujet assez important, mais il le fait de manière extrêmement maladroite. Le film est très bien filmé, hein, les lumières sont super cool, mais le déroulement de l'histoire est assez bancal. Je vais spoiler vite fait, donc si vous avez pas vu le film, on se retrouve à ce timecode. Mais du coup, le film traite de la dépression, du deuil, et surtout des comportements destructeurs que ça engendre. Mais il le fait par le biais d'une histoire qui se présente comme une hantise surnaturelle. Et donc tout au long du film, on essaie de comprendre où ça nous amène, on comprend pas trop, et quand enfin tu comprends, bah c'est beaucoup trop tard, et tu te rends compte que c'est pas forcément cohérent avec tout ce qu'on a vu. Donc voilà, c'est dommage, j'aurais bien aimé lui mettre un petit peu plus, mais j'ai pas passé un super bon moment devant ce film. Passons de suite au numéro 7. 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle. Donc 28 ans après le début de l'épidémie d'infectés, on suit l'histoire d'une famille vivant sur une île, à l'abri de l'infection. Le père, interprété par Aaron Taylor Johnson, amène son fils, interprété par Alfie Williams, sur le continent pour lui apprendre à chasser les infectés, tandis que sa mère, interprétée par Jodie Comer, souffre d'une maladie dégénérative. Quand ils reviennent, le fils, Spike, se met en tête de soigner sa mère en l'amenant voir un docteur qui pourrait potentiellement les aider. Et putain, ce film m'a énervé. Il y a quelques très très bonnes scènes, mais elles sont enfouies au milieu d'énormément de scènes que je trouve très mauvaises, voire très très chiantes. Toute la première partie avec son père, elle est assommante. La caméra, elle fait n'importe quoi. Il y a une musique, un espèce de poème de l'armée, là, qui t'agresse les oreilles. Et le film devient un petit peu plus intéressant, du coup, à la moitié, quand il part avec sa mère. Et encore, c'est pas non plus extrêmement intéressant. La réalisation, elle est assez bancale. On essaie de retrouver le style qui marchait si bien dans le premier film, où ils avaient filmé avec un caméscope pour donner un petit côté un petit peu plus réaliste. Et du coup, dans celui-là, ils filment avec des iPhones. Mais pour le coup, ça donne une image vraiment dégueulasse par moments.
Et puis ils se sont tapés tout un délire avec un espèce de bullet time, avec un super gros rig avec plusieurs iPhones, pour les moments où ils tuent des infectés. C'est pas super beau, et ça m'a sorti du film à chaque fois qu'ils en ont foutu un. Le seul vrai bon moment du film, c'est quand ils rejoignent enfin le docteur, joué par Ralph Fiennes, sauf que ça arrive quasiment à la fin du film, et que derrière, t'as une scène qui m'a refait souffler, soupirer de fatigue, tellement c'était ridicule. Cela dit, je suis quand même curieux de voir la suite, puisqu'ils ont décidé d'en faire une trilogie, hein, pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Donc je vais quand même aller voir le film qui sort bientôt, là, et je crois qu'il sort à la fin du mois ou au début du mois prochain. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Passons maintenant au numéro 6. Did I frighten you? Blanche-Neige, réalisé par Mark Webb. C'est donc le remake live-action de Blanche-Neige. Ça n'a encore une fois aucun intérêt. Rachel Zegler et Gal Gadot jouent comme des pieds. Les nains en CGI, ils sont super moches. Ce qu'ils ont rajouté à l'histoire, ça apporte rien de neuf et d'intéressant. Et globalement, le film, je me suis fait chier. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je trouve toujours cette idée de faire des remakes live-action assez inutile. Là, ils sont en train de faire le remake de Réponse et le remake de Vaiana. Vaiana qui est sorti il y a à peine 10 ans, donc vraiment ça n'a plus aucun intérêt. Autant Blanche-Neige, tu pourrais te dire qu'il y a un petit sens puisque le film il date des années 30, mais... Donc voilà, je conseille pas du tout le visionnage de Blanche-Neige. Passons de suite au numéro 5. Je vais attendre que ça passe. Hey, il parle fort, hein. Soit il parle fort, soit moi je les emmerde aussi, hein. Tant pis. So, how's this day going? Drop, réalisé par Christopher Landon. Violet, interprétée par Megan Fahey, se rend à un date avec Henry, interprété par Brendan Sklenar, et la soirée se passe plutôt bien, jusqu'à ce qu'elle reçoive des messages la menaçant de tuer son fils si elle ne trouve pas un moyen d'assassiner son date. Et c'est aussi con que le synopsis. Le film passe 1h30 à étirer un concept qui aurait pu être réglé en 10 minutes grand max, et du coup ça rend vraiment toutes les actions de la personnage pas du tout cohérentes. Ça traîne, c'est un concept de court-métrage, c'est pas un concept de film. Et la résolution de l'histoire est tout aussi alambiquée que le concept. Seul point positif, le film est vraiment bien filmé et les lumières sont très très belles. Passons maintenant au numéro 4. La disparue de la cabine 10, réalisée par Simon Stone. Une journaliste, interprétée par Keira Knightley, est invitée sur un yacht de luxe pour écrire un article. Mais en pleine nuit, elle est témoin de la chute d'un passager par-dessus bord. Sauf que, coup de théâtre, personne n'aurait booké la chambre dans laquelle cela s'est produit, et il ne manque apparemment personne sur le bateau. Et là pour le coup, c'était juste vraiment chiant. Le mystère est révélé à la moitié du film, et la deuxième partie est pas plus intéressante que la première. En termes d'acting, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est surtout les dialogues qui sont complètement atroces. Dans les premières minutes du film, on a des trucs du style... Attendez, je vais lire parce que c'est super dur à retenir tellement c'est alambiqué. Est-ce une pointe de sarcasme due à un important décalage horaire, ou est-ce le symptôme d'un plus grand malaise? Et putain, personne ne parle comme ça! Donc voilà, c'était assez inintéressant. Je me suis vachement ennuyé en voyant ce film, et je recommande pas le visionnage. Passons maintenant au podium avec le numéro 3. Yeah, everything's fine. The Monkey, réalisé par Osgood Perkins. C'est l'histoire de deux jumeaux qui tombent sur un jouet, à l'apparence d'un singe, qui va être à l'origine d'une série de morts invraisemblables et violentes. 25 ans plus tard, le singe refait surface, les forçant à confronter ce jouet démoniaque. Alors je vais être très rapide, le film se pense intelligent, le film se pense terrifiant, le film se pense drôle, mais en fait il est juste ennuyeux. Tout le monde joue bizarrement, le film tente d'avoir un espèce d'humour noir, sauf que ça a pas du tout marché une seule seconde sur moi, et je me suis battu les couilles de l'histoire du début à la fin. Je sais pas si je suis dur ou si je suis passé à côté de ce film, en tout cas vous me payerez pas pour le revoir. On passe donc au numéro 2. Minecraft, le film, réalisé par Jared Hess. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer? Je pense pas. Vous voulez que je développe? On va développer. L'acting est affreux, c'est soit surjoué, soit sous-joué, et quand même Jack Black arrive pas à remonter un petit peu le niveau, c'est chaud. Sans déconner, à part faire de l'exposition et gueuler les items et les mobs tout le long du film, il sert à rien. Je sais pas, c'est pas des dialogues de gueuler Chicken Jockey ou de gueuler Flint and Steel, ce n'est pas ça, écrire un film.
Et puis sur tous les personnages, sur les 5 personnages principaux, il y en a que 3 qui servent à quelque chose. Les 2 meufs, elles sont juste là pour décorer. Et c'est terrible. Et puis, l'histoire, elle est quand même vachement basique. Hein, je sais pas, on adapte quand même un jeu où tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, on nous sort le truc le plus convenu de la planète. Vraiment, le méchant qui est dans le Nether avec les intrus et on va dominer le monde. Sans déconner. Mais surtout, pourquoi avoir voulu faire un film avec des vrais acteurs dans l'univers de Minecraft? Ils auraient eu moins de chances de se planter en faisant un film d'animation. Un petit peu dans le même genre que Super Mario. Parce que là, ils font vraiment tâche, et en plus, l'échelle est pas du tout cohérente. Ils ont vraiment pris des libertés avec Minecraft. Le jeu, c'est des cubes, y a rien de plus simple, et ils ont réussi à le foirer. Et puis, j'ai pas trouvé le film mauvais en mode mauvais, mais on passe un bon moment parce que c'est mauvais. Non, j'ai passé tout le film avec la gueule coincée. La seule fois où il m'a fait rire, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, j'ai ri par dépit. Et pour les curieux, c'est pour cette scène. Are you finished? No, I think he's Swedish. Voilà, la blague est pas drôle, mais sur le moment, j'ai fait un petit pfff. Et ça aurait été mon numéro 1, si j'avais pas décidé hier soir de regarder le numéro 1. Je suis Mac Walter. Tout le monde me connaît. Mac Walter, réalisé par Simon Astier. Mac Walter, le détective légendaire interprété par Mr. V, est faussement accusé d'une série d'attaques tout autour du globe. Il tente donc de sauver son nom en allant résoudre le mystère qui entoure ces bombardements. Et franchement, c'était chaud. J'ai vraiment failli couper le film au bout de 5 minutes. C'est ni plus ni moins qu'un sketch YouTube étalé sur 1h30. Des gags nazes toutes les 20 secondes, un acting un petit peu surjoué et pas super authentique, et des vannes qui m'ont pas fait rire une seule putain de fois. Je vous jure, j'ai tellement galéré à terminer le film que pour aller plus vite, je l'ai mis en 1,5. Et au-delà de ça, le scénario est vraiment bien naze. Hein. Les visuels sont pas trop moches, cela dit. Mais c'est franchement le seul truc positif que je pourrais leur accorder. Parce que le reste, c'était vraiment une purge. Donc voilà, on en a fini avec les tops et les flops de 2025, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu. Si je n'ai pas abordé un des films que vous auriez aimé voir dans ce classement, je vous invite à aller voir mon compte Letterboxd, où j'ai fait le classement de vraiment tous les films que j'ai vus cette année, j'en ai vu 39, donc évidemment pour les top 10, il y a 19 films qui sont passés à la trappe. Donc ils sont là-dedans, je le répète encore une dernière fois, mais je pense que vous avez compris l'idée, c'est un classement subjectif, venez pas m'attaquer parce que j'ai chié sur votre film préféré, c'est vraiment juste mon avis à moi, et vous avez le droit d'aimer le film. Même si pour Mac Walter, si vous l'avez aimé, je veux bien qu'on en discute parce que je crois que j'ai raté quelque chose. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du top série que j'ai vu cette année. C'était Rémi, à plus.